7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous allez nous parler de l'arc républicain, mais pourquoi diable ? Je voulais parler de la journée de la femme, puis j'étais pas vachement inspiré, et puis tout le monde le faisait, donc je me suis dit on va parler d'autre chose, Vous avez raison. l'arc républicain. C'est dépassé, c'est surfait le genre de femme. Voilà. Quoique, vous savez ce que c'est le sujet en ce moment parce que c'est bien d'écouter de temps en temps d'autres radios que Radio Courtoisie pour savoir un peu ce que pense, ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Juste pour savoir ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. En ce moment, le sujet sur la journée de la femme, c'est la cour d'école. Ils font des calculs pour savoir si géographiquement, les femmes se sont pas fait avoir à cause des terrains de foot et des tables de ping-pong qui me prennent plus de place et donc qui ont favorisé plutôt les garçons plutôt que les femmes. Je trouve ça assez intéressant. Ah ouais, d'accord, on en est là. Ouais, oui. Ouais. Bon, revenons à l'arc républicain. Oui, parce que vous savez qu'il y a quand même des petites élections européennes qui approchent. Oui. Et qui dit élection, dit forcément retour du fameux arc républicain. C'est une tradition. Vous avez des bourgeons au printemps, les grèves lors des vacances scolaires et l'arc républicain à chaque élection. Alors là, on a Bardella qui squatte le haut du podium, loin devant les autres, et le corps des peuples qui résonne un peu partout en Europe offre des allures de chant du cygne du mirage européen. Macron le sait, donc il nous offre, depuis son accession au pouvoir, vous savez, la politique d'un Dahu. Alors, feignant de changer de sens, que certains appellent en même temps, sa direction, en fait, finalement, si vous regardez, elle n'a jamais bifurqué sur un point, c'est l'achèvement de la démocratie. Donc, je rappelle, la démocratie, c'est la croyance dans la capacité des Français à choisir un destin commun ou la foi dans la vertu du bon sens et de la prudence. Lui, Emmanuel Macron, dès son intronisation, il les a balayés. Il y a ceux qui savent et puis les autres. Alors, un référendum plutôt crevé, forcément. Et la politique des convictions a cédé sa place à la politique technocratique et à la rationalité qui ne faillit jamais. On l'a vu à chaque fois, dès qu'il y a un souci, on va consulter des experts qui vont vous dire ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas si un hasard d'ailleurs, si Macron, en bon nécrologue, qui est quand même son meilleur rôle, faut bien l'avouer, a rendu hommage national, comme on dit, mais sur la moitié des Français, à la demande de la famille, à Robert Badinter, parce que comme l'a rappelé brillamment la philosophe Chantal Delsol dans le Figaro, Robert Badinter est panthéonisé parce qu'il est l'un des premiers acteurs et peut-être même le premier de cette métamorphose complète du sens de la démocratie. Je trouve ça assez intéressant et je trouve ça assez éclairant sur ce que fait notre président depuis un mandat et demi. Sauf que là, le rêve d'une Europe technocratique prend du plomb dans l'aile et c'est pas la Ursula von der Leyen qui a été une nouvelle fois investie par le PPE qui va freiner la vague des populistes souverainistes. Donc Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance les hostilités. C'était il y a 2 semaines, rappelez-vous cette déclaration merveilleuse, je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Et ça, il le déclare dans l'Humanité. C'est quand même assez drôle de causer valeurs républiques chez les cocos. Entre la célébration de la collaboration avec les Teutons en 40, l'apologie de Staline, de Mao et le quotidien, c'est vrai qu'il n'a jamais caché sa passion pour les génocidaires. Alors, il paraît qu'on appelle ça le pluralisme, mais de là à venir lustrer leur faucille pour glaner quelques voix, on se dit que l'amputation de la honte s'opère aujourd'hui sans douleur. Et au passage, le président a reconnu, ce qui est assez amusant, que la prise du contrôle du journal du dimanche par Bolloré n'était pas sans lien avec son lancement des états généraux de l'information. Donc, à de réels enjeux sur les évolutions du journalisme, les questions fondamentales de l'indépendance, d'un contre-pouvoir, l'IA, la vraie information, tout ça. Lui, Macron, il avoue ses petites intentions politiques médiocres. Le cercle de la raison doit souffrir d'aucune contradiction. Et ça tombe bien parce que c'était l'un des sujets au programme du Forum de Davos en 2024. Je sens que vous allez nous reparler de la panthéonisation de Manoukian. On sent que c'est la journée de la femme, vous êtes vraiment brillante. Vous reniflez tout. Alors, Oradour-sur-Glane bien siphonné, il fallait dégueulasser une autre histoire. Paf, Manoukian débarque. Ça tombe bien, on va ressortir la bête immonde du chapeau. Alors là, il commence fort. Les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes. Il avait affirmé, rappelez-vous, la veille, toujours dans l'Humanité, de la panthéonisation du résistant communiste, qui, je rappelle, repose désormais aux côtés de Jean Moulin, qui lui n'avait pas parlé, mais passons. La mythologie rouge a encore de Borès devant elle, parce que, je cite encore une fois Macron, ils sont communistes, ils ne connaissent rien d'autre que la fraternité humaine. Alors déjà, l'apologie du communisme par un ancien banquier. La politique réserve toujours d'étonnantes surprises. Quant à la fraternité humaine, les corps déchiquetés des goulags de Katyn de la Seine de Changchun s'en seraient bien passés. 100 millions de morts, un détail comme disait l'autre. Mais ce qui est assez amusant, c'est sa conclusion. Missak Manoukian, vous entrez ici en soldat avec vos camarades. Alors là, il avait la petite larmichette à l'œil, il se prenait pour Malraux. Ceux de l'affiche du Mont Valérien, avec Golda, avec Joseph, avec tous vos frères d'armes morts pour la France. Vous rejoignez avec eux les résistants au Panthéon. L'ordre de la nuit est désormais complet. Pas fermer le banc, c'est terminé, il n'y a plus personne. Estiendorf, Saliège, Derry, tout ça, plus de place, vous irez voir ailleurs. Bon, de toute façon, ça fait bien longtemps que la République a piqué l'église pour la transformer en mausolée gauchiste, à l'exception de quelques-uns, soyons honnêtes. Bon, nous, on a la basilique des rois, c'est quand même un peu plus smart. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que tous ces gens qui causent d'heures sombres,
Et dès qu'il découvre une frise, il commence avant 1789, il tronçonne nos droits, il jure que par laïcité, tout ça, mais finalement, il essaye sans cesse de pomper toute notre grandeur passée avec leur cérémonie des cons. Là, on avait vu avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'était un bel exemple quand même. On avait une grande messe noire comme ça, s'il n'y a pas à nous réconcilier avec la République pour autant. Alors, puisque vous parliez de prochaines européennes, que pensez-vous de la candidate Renaissance? Alors, faut reconnaître que pour son entrée dans l'arène, elle a fait fort. Alors, elle s'appelle Madame Hayet. Hein, personne ne la connaissait, mais là on va la connaître. Alors il y a toute la panoplie de l'alerte au retour de la bête immonde qui était de sortie. Je la cite, alors c'est une interview dans le Figaro, où la première question c'est: est-ce que vous confirmez que vous êtes candidate de la Renaissance? Ça aurait été marrant qu'elle réponde non, pas du tout, je comprends pas. Mais bon, là elle répond oui, donc forcément elle déroule le programme derrière. Donc, elles veulent détruire l'Europe de l'intérieur et mettre à bas notre modèle démocratique. Elles étant les partis qui sont contre l'Europe fédérale, représentés en France par Bardella, Bellamy, Marion Maréchal, qu'elle ne cesse de citer d'ailleurs. Donc, je continue à dire ce qu'elle est à la citer. Ce sont les alliés objectifs de Trump et de Poutine. C'est le programme de Jordan Bardella, de l'AfD allemande, un parti néo-nazi, paf, qui défend un projet de remigration, paf, deuxième clignot. C'est Viktor Orban qui renie sur les chambres à gaz. Alors là, Scrabble, mot contre triple. Si vous voulez, c'est la finesse du bazooka. Bon, ça marchait encore il y a quelques années. Là, je suis pas certain que ça marche vachement bien. Et bon, après, elle fait son déroulé classique. Donc, comme Emmanuel Macron face aux agriculteurs, elle explique: je vais vous descendre à l'Europe, mais en même temps, l'Europe, c'est bien. Donc, en gros, je vais pas être une élue, mais je vais être une future syndicaliste de l'Union européenne en France. Et elle ajoute: depuis 2017, notre bilan parle pour nous. Alors, si son objectif était de faire exploser l'Union européenne, ok, ça marche depuis 2017, mais j'ai quand même pas l'impression que ça soit l'objectif. Donc, sortir le bilan d'Emmanuel Macron sur l'Europe, c'est quand même un peu risqué. Mais bon, comme elle a compris que les Français reniflaient que l'Union européenne, finalement, se tamponnait un peu de leur sort, elle a sorti quelques mots magiques comme patriotisme. Alors, nous revendiquons un patriotisme français et européen, et français parce qu'européen. Bon, ça veut rien dire, mais le mot patriotisme est lâché. Alors, le problème, c'est quand elle a tenté de le définir. Le patriotisme, c'est, je cite, deux points, l'état de droit, le droit des femmes à disposer de leur corps et la liberté de la presse. Quel rapport? Bon, c'est beau comme l'histoire d'Anne Rousseau qui expliquait que Jean Moulin était mort pour la protection sociale en pleine vie des retraites. Bon, pour ce qui est de nous expliquer la différence entre un Allemand, un Suisse et un Anglais, je rappelle l'état de droit, le droit des femmes, tout ça, ça existe aussi chez eux, on repassera. La langue, la culture, l'histoire, les paysages, l'architecture, tout ça, bon, on s'en tamponne. D'ailleurs, on l'a bien vu avec la nouvelle affiche des JO. Le patriotisme, c'est pas tout ça, c'est l'état de droit. C'est le dogme qui peut permettre, par exemple, à un imam étranger qui nous déteste de revenir en France pour voiler Marianne. Ça valait le coup de brûler Jeanne d'Arc et de se faire tirer de guerre contre les Allemands. En réalité, si vous voulez, nous sommes dans la lignée de cet universalisme cosmopolite et désincarné que les élites européennes souhaitent imposer, ce qui implique évidemment la disparition des frontières, des particularismes. Donc on prend le mot ce patriote et on le vide de sa substance. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle a expliqué aussi que ces forces, donc toujours les nazis afro-droitards, veulent mettre fin au projet de Jacques Delors et de Simone Veil. Alors, Jacques Delors, c'est marrant, il faut quand même se souvenir toujours de son discours, que les macronistes oublient de citer, discours de Jacques Delors à Strasbourg en 99. Je le cite: l'Europe est une construction à l'allure technocratique et progressant sous l'égide d'une sorte de despotisme doux et éclairé. Alors, comme il ne peut pas y avoir deux patriotismes et deux souverainetés sur un même territoire, il ne peut pas y avoir non plus un despotisme, même des Lumières, et une démocratie sur le même territoire. Bah, vous êtes en forme, Arthur de Vatrigan. Merci, c'est Vous... la journée de la femme, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, bah, je vous remercie. Vous faites ça pour nous. Voilà. Je voulais vous relancer sur l'affiche des Jeux Olympiques. On interrogeait tout à l'heure Richard de Sèze à ce sujet. Vous, le fait que la croix n'apparaisse pas sur le dôme des Invalides, alors j'imagine que ça vous exaspère un peu, forcément. Est-ce que vous entendez l'argument de la laïcité? On ne peut pas tout afficher, il n'y a aucun signe religieux, et alors il n'y a pas non plus de drapeau français. Bah, ça me ferait marrer. En fait, j'attends de voir la prochaine affiche des JO en Arabie Saoudite. Vous savez, il y a les JO d'hiver en Arabie Saoudite. Donc j'ai envie de voir s'ils vont virer tous leurs trucs et tout là. Bizarrement, j'y crois pas. Donc évidemment que c'est une excuse bidon. Et puis de toute façon, on respecte pas la charte des JO. Il se passe quoi? Ils vont nous enlever les JO? Bon, au final, on s'en porterait pas plus mal. On sera un peu endetté, mais finalement, ça changera pas grand-chose. Ils vont pas nous envoyer une armée de canoës-kayak nous attaquer sur la Seine. Bon, je pense que c'est une excuse bidon et de toute façon, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Le passé, la croix, tout ça, c'est pas un sujet. Alors, un petit mot sur votre une, je crois que vous en avez parlé dans une matinale cette semaine. La culture sous emprise. Qu'est-ce que... Oui. Parlez-nous de votre... Allez-y, éclairez-nous. En fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un système. Il y a un système dans le milieu de la culture, donc littérature, cinéma, théâtre, tout ça. Ce système, on le date à peu près, c'est sorti de la guerre.
Et c'est plutôt un système qui était bien pensé au départ, le principe étant de faire du protectionnisme avec notre culture française. Ce qu'on Mm. appelle l'exception culturelle française. Sauf que le problème, c'est que cette culture-là, ce système-là a été gangréné par la gauche. Alors, ils ont commencé à s'y attaquer dès le départ. Je rappelle que euh, général de Gaulle, quand il crée le ministère de la Culture, qui s'appelait pas le ministère de la Culture à l'époque, et nomme André Malraux, c'est pour filer un os à ronger à la gauche. Mm. À la droite, on va s'occuper de sujets régaliens, du pognon, hein, des trucs sérieux. La gauche, on leur file ça. Comme ça, ils vont nous foutre la paix. Bon, Malraux était pas un sale gauchiste. Ensuite, on a eu Druon comme ministre de la Culture, c'était pas un sale gauchiste non plus. Mais le principe est de dire, on se débarrasse de ça. Et le problème, c'est que Mitterrand langue débarque et là, il est une prise en main globale du système. Et donc notre culture se retrouve en otage. Mais il y a Mm. il y en a une prise d'otage institutionnelle, mais il y a aussi une prise d'otage du privé. Vous savez que, par exemple, l'Opéra de Paris, ce sont des boîtes privées qui financent une grande partie, voire la majorité du Mm. budget de l'opéra. Par Ouais. exemple, alors maintenant on appelle ça EY, c'était l'ancienne Ernest Young, là. Eux, ils financent beaucoup à hauteur de 100 millions d'euros. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent de faire un peu d'inclusion là-dedans. C'est-à-dire que via, vous savez, le RSE, tout ça, ils font du fric, mais pour se racheter une bonne conscience, ils vont promouvoir du progressisme au sein de l'art. Donc le problème, c'est qu'on a un système culturel qui est pris en tenaille entre les institutions complètement gauchisées et le privé qui veut se racheter une conscience pour pas cher en étant ultra progressiste. Donc on montre un peu tout ce système noyauté. Parfait, très bien, ça donne envie de l'acheter. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.